Bonjour, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Les politiciens qui prennent la plume, mais sûrement pas comme on s'y attend. Pour en parler avec nous ce matin, Michel Kishka, bonjour. Bonjour Nathalie. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Le palmarès du 40e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême s'est achevé sur un scoop. Le mystérieux Abel Lanzac, le scénariste à l'identité cachée de la bande dessinée Quai d'Orsay sur le ministère des Affaires étrangères, a tombé le masque. Il s'appelle Antonin Baudry. Il a été pendant longtemps l'une des plumes de Dominique de Villepin dans ce ministère. Est-ce que c'est lui, Michel Kishka, la grande surprise de ce 40e Festival d'Angoulême? Oui, parce que, vous savez, ce festival qui est vraiment la fête de la bande dessinée, il faut quand même pas oublier, à 300 000 visiteurs sur un week-end qui viennent pour voir d'un côté les 5300 BD qui sont sortis en France dans le courant de l'année 2012. On a fait un petit calcul tout à l'heure, 5300 bandes dessinées sorties en une année, ça fait une moyenne de 10 par semaine. bandes dessinées par semaine, Ouais, ce qui oui, est énorme. c'est plus qu'une par jour, hein, donc c'est incroyable. Mais on ne bat pas le Japon. Mais n'empêche, c'est quand même très fort la BD française et en France. Et chaque année, évidemment, il y a un grand prix qui est remis à la bande dessinée, qui est plébiscité par tout un jury professionnel. Et l'an dernier, c'était Chroniques de Jérusalem, dont on parlera. Cette année, c'est Quai d'Orsay. Et c'est surprenant parce que c'est de la politique, ça parle de la diplomatie française, mais ça en parle, en fait, c'est vrai, la révélation, c'est que l'auteur, il y a le dessinateur qui est Blin, et l'auteur qui signait Lanzac, c'était un pseudonyme, parce qu'en fait, l'écrivain était il travaillait au Quai d'Orsay à l'époque de Villepin. Il a écrit certains de ses discours. Donc c'est un homme qui a de l'intérieur raconté comment fonctionne la diplomatie française. C'est ça, ce dont on parle dans cette BD, c'est les couloirs du Quai d'Orsay, qu'est-ce qu'il s'y passe, qu'est-ce qu'il s'y trame, et ça on parle de façon très détaillée, ça intéresse le lecteur, la politique déguisée en bande dessinée. Oui, parce qu'il y a deux choses. C'est ça justement la force de la bande dessinée. Il y a un récit très intéressant sur des vrais faits qui ont eu lieu à l'époque où de Villepin était au Quai d'Orsay, d'un côté, et d'un autre côté, c'est dessiné d'une façon magistrale et théâtrale. C'est vraiment du grand théâtre, on peut dire, la façon dont c'est dessiné par Blin, qui est un très grand artiste français. Et je pense que ce mariage entre une image totalement inattendue, parce que de Villepin est caricaturé avec un très long nez, il est fait avec des épaules très larges, il est fait d'une façon très intéressante, et tous les gens du Quai d'Orsay aussi. Donc il y a quelque chose de très attirant visuellement, sur un contenu absolument surprenant, et c'est un succès de librairie, et en plus, un grand prix d'Angoulême, c'est vraiment surprenant. Donc, et vu qu'il a gagné le prix, l'auteur a été obligé de se dévoiler, voilà, de dire au fond, voilà, je m'appelle tel, et il est venu prendre son César ou son Oscar de la BD à Angoulême. C'était l'une des grandes surprises, mais l'autre récompense, c'est un artiste franco-néerlandais, Willem, un dessinateur de presse, et c'est ça qui a fait parler, satirique, corrosif. Il dessine notamment pour Libération et quelques autres médias français. Il a reçu le Grand Prix. Finalement, ce qui a surpris d'une certaine façon en France et ce qui a fait parler, c'est ce mélange des genres, un dessinateur de presse qui reçoit le prix de la bande dessinée. Parce que jusqu'à aujourd'hui, en fait, chacun des 40 présidents d'honneur des 40 festivals passés étaient des BDistes à part entière. Et Willem est surtout dessinateur de presse à part entière, et il est BDiste occasionnellement. Et je pense que ça a beaucoup surpris. D'un côté, d'un autre côté, j'ai l'impression que ça secoue un peu. Ça secoue un peu les habitudes. C'est une volonté politique, entre guillemets, de la part des jurés du festival? Je pense qu'ils ont... J'y étais pas dans ce jury, donc, mais j'imagine qu'ils ont voulu faire un choix qui allait surprendre. Il faut pas oublier non plus qu'à partir du moment où quelqu'un est désigné président d'honneur du prochain festival, il a aussi la charge de créer toutes les images qui vont porter ce festival. Donc on peut tout attendre de Willem. On peut tout attendre. Il n'a pas de héros, hein, vu qu'il n'a pas de série de BD, et il dessine la politique française et mondiale dans Libération, mais aussi dans Charlie Hebdo, très corrosif. Donc on va attendre une image un peu différente. Ça va être intéressant. Donc on s'attend à d'autres surprises et d'autres franchissements de frontières. On va revenir avec vous, et vous en avez parlé il y a quelques instants, sur les Chroniques de Jérusalem. C'était le grand récompensé de l'année dernière, et le succès s'est confirmé avec un nombre de ventes incroyable. Vous êtes fan? Ah oui, absolument. Voilà, bon, il est là, c'est Chroniques de Jérusalem, hein, d'accord, on le voit à Guy l'antenne. Delisle. D'abord, c'est un pavé
de presque 350 pages, qui est un rapport qu'a fait Guy Delisle. Guy Delisle est venu à Beth Hanina, à côté de Jérusalem. Il a accompagné sa femme qui travaillait pour Médecins sans frontières. Elle avait un travail administratif. Et d'ailleurs, il a accompagné sa femme un peu partout. La bande dessinée qui a vraiment fait connaître Guy Delisle, c'était Pyongyang, parce qu'il était en Corée du Nord avec elle, où elle travaillait pour Médecins sans frontières. Et sur toutes les observations qu'il a faites, et l'image qu'on peut avoir de la Corée du Nord dans le monde, lui a parlé du quotidien. Et donc là, de la même façon, Même ce chose il a regard fait. naïf finalement d'un touriste qui vient en visite en Israël, une visite prolongée d'1 an pour raison professionnelle, vous l'avez expliqué, et bien finalement, il prend comme démarche, il décide de comprendre cette société, ce conflit israélo-palestinien. D'abord, il faut dire que nous-mêmes, on ne la comprend pas. Hein. Donc, pour un touriste qui vient occasionnellement, et il pensait venir à Jérusalem, lui, il avait vu des prospectus de Jérusalem, Jérusalem, quand même, ça lui parlait, mais au fond, il était dans un village arabe qui est considéré par Israël comme étant partie de Jérusalem et par les Palestiniens comme étant déjà la Palestine. Donc, il a d'abord fallu qu'ils comprennent c'est quoi les territoires, c'est quoi la Cisjordanie, c'est quoi Israël, c'est quoi les colonies. Dans cette image qui se présente Voilà. justement aux yeux de nos téléspectateurs juste à côté de vous, on voit en zone verte la zone A, la zone B, la zone C, et il essaye d'expliquer ce que sont toutes ces zones, ce que ça représente, qui contrôle quoi et comment, et ce que ça signifie finalement pour Absolument. Et il est partout confronté, chaque fois qu'il va d'un côté ou de l'autre, il est confronté à la réalité de cet endroit. Et ce que j'ai tellement apprécié dans son livre, c'est qu'à aucun moment il ne la juge. Il la rapporte d'une façon, avec ce regard objectif de quelqu'un qui est vraiment surpris de découvrir cette réalité anormale qui pour nous est notre normalité, pour nous comme pour les Palestiniens. Et il en parle d'abord dans, vous voyez, son style. L'objectivité, justement, voilà, on va en reparler, mais le style dont vous parliez, cette simplicité, autant dans le dessin, il n'y a pas de fioriture, c'est très simple, les lignes sont tracées de façon très simple, autant dans le dessin que dans le contenu. D'abord, c'est une simplicité qui vient d'une grande sophistication, d'un côté, parce que simple, ça pourrait être péjoratif. C'est très sophistiqué. Vous savez, j'ai vu pas mal de BD qui traitent des BD qu'on appelle la BD reportage. Il y a quelques grands auteurs dans le monde qui sont connus pour faire de la BD reportage. C'est souvent très lourd, parce que c'est souvent très dépendant de références photographiques, c'est souvent très réaliste, parce que peut-être certains auteurs s'imaginent que si jamais ils forcent un peu le réalisme de l'image, alors ils vont rendre le récit plus crédible. Moi, en tout cas, en tant que lecteur, je trouve ça rébarbatif, et c'est justement son côté non réaliste dans le dessin, et très stylisé, et très gentil, et très naïf, et très arrondi, qui rend le propos terriblement attachant. Est-ce que c'est ça la recette de son succès? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il y a d'abord un vrai talent de raconteur, un vrai même regard qu'il a posé à Pyongyang, ou en Birmanie, ou ici, et qu'il posera ailleurs une prochaine fois, et au service de ce récit très fluide, et de cette observation très pointue de petits détails. C'est ça, c'est pas la grande politique, c'est la petite politique de la vie. C'est comment faire ses commissions. Est-ce que on va faire ses courses dans une colonie? Ah bah oui, mais c'est fermé Shabbat. Il y a une anecdote particulièrement rigolote et intéressante à ce sujet dans ce livre, puisque finalement ça ressemble à un livre plus qu'à une bande dessinée. Une réalité complexe, est-ce que ça fait de ce Guy Delisle un auteur engagé? Non, je pense pas. Non, parce que engagé, c'est justement le synonyme d'engagé, c'est un parti pris. D'accord, c'est de venir avec un parti pris, et on fait une bande dessinée soit qui est pro-palestinienne, soit pro-israélienne, grosso modo. Et lui, c'est ni l'un ni l'autre. Il laisse vraiment au lecteur un grand espace pour d'abord bien digérer toute cette information, et d'abord elle est jouissive. C'est terriblement bien écrit, c'est dessiné, l'esthétique du dessin de Guy Delisle est formidable. Et en plus, je me rends compte avec des tas de gens avec lesquels j'ai parlé de cette bande dessinée, tout le monde l'a lu avec le même regard, et je pense Guy Delisle, que j'ai connu quand il était à Jérusalem, je l'avais invité à Betzalel pour rencontrer les étudiants, attendait de savoir un peu quel était mon point de vue ou le point de vue des Israéliens. Il avait quand même une certaine appréhension, et moi je pense qu'il n'y avait absolument pas lieu qu'il y ait ces appréhensions. Il craignait peut-être d'avoir trop jugé, mais justement, je pense qu'il ne l'a pas fait. Est-ce que c'est le nouveau rôle de la bande dessinée, c'est aussi de présenter la réalité de façon plus vraie? Disons, le nouveau rôle de la bande dessinée, c'est qu'en fait, elle ne s'adresse plus, comme elle le faisait traditionnellement jusqu'au milieu des années 80, à un lectorat exclusivement enfant et jeunesse.
La BD, c'était pour la jeunesse, d'accord? Et même si on peut lire Astérix en tant qu'adulte et avoir beaucoup de plaisir avec tous ces clins d'œil à l'histoire et ces citations latines et autre chose, et le même plaisir quand on est gosse de voir Obélix qui donne des baffes aux Romains et qui collectionnent leurs casques et qui laissent leurs sandales et leurs molaires dans l'air. Aujourd'hui, la bande dessinée, avec le roman graphique, parce que bon, la bande dessinée de Guy Delisle, c'est un roman graphique, ça nomme une nouvelle particularité de la bande dessinée, donc ce sont des choses qui s'adressent à un lectorat plus adulte, et maintenant, il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a vraiment dans la bande dessinée tous les genres et tous les goûts, et pour tous les âges. Et c'est vraiment dire que la bande dessinée est une véritable culture, et je pense que c'est pas pour rien qu'en France, on l'a appelée le 9e art. Alors elle a su aussi évoluer, et puis on le voit sur ces images, Uderzo, qui a définitivement posé sa plume. Est-ce qu'une page se tourne pour la bande dessinée? Je ne pense pas, parce que il a choisi ses héritiers, entre guillemets bien sûr, donc il a choisi un scénariste qui allait continuer à écrire Astérix, et un dessinateur qui allait continuer à le dessiner, parce que c'est une série qui vend, c'est une série emblématique, et on ne peut pas laisser tomber une série comme ça. Il y a des auteurs qui auraient été dessinés. Hergé, par exemple, Hergé, dans son testament, il ne donnait le droit à personne de continuer son œuvre, et depuis la mort d'Hergé, depuis Tintin et les Picaros, il n'y a plus de Tintin. Oui, et on sait que tout ce qui touche à Tintin est particulièrement régulé, tout ce qui touche à l'image de Tintin. Mais ça ferait l'objet d'une autre émission et d'une autre discussion. Voilà, je pense, il a dit Uderzo que sa main n'était plus aussi fidèle à son esprit, et qu'il a un peu passé l'âge de dessiner et d'écrire Astérix. Et peut-être que ça va redonner un sang nouveau. Vous savez, Lucky Luke, la même chose s'est passée. Il y a des nouveaux auteurs qui font Lucky Luke, et qui évidemment partagent les droits avec des contrats très très spéciaux avec les héritiers de Lucky Luke. Il y a Marsupilami, il y a Spirou, il y a des tas de séries comme ça qui, parce qu'elles sont finalement devenues part entière d'une culture d'un pays, de la France ou la Belgique, on essaye de les continuer. Black et Mortimer, c'est un autre exemple. Jacobs, le Belge qui les a créés, est mort depuis belle lurette, dans les années 70, si je ne m'abuse, mais on peut vérifier ça sur Wikipédia si vous voulez. Ça y est, maintenant, il y a des auteurs qui ont repris la série il y a quelques années, et elle cartonne. Chaque Black et Mortimer, c'est 250 000 exemplaires vendus. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a une vraie soif, un vrai besoin, un vrai lectorat, une vraie culture. Une vraie culture, et la bande dessinée qui finalement est de plus en plus reconnue dans le monde littéraire aujourd'hui, comme une vraie littérature à part entière. C'est une évolution. C'est une évolution, bien sûr. C'est vrai que on en parlait avant l'émission. Moi, quand j'étais gosse à l'école, si j'étais pris avec une BD, elle était confisquée dans une armoire cadenassée jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, on apprend avec des BD à l'école, d'accord? Parce que ça rend certaines matières moins rébarbatives. On peut apprendre, par exemple, un peu de latin et un peu d'histoire de l'Empire romain avec Astérix. Et il y a plus d'une bande dessinée qui sont une espèce de porte d'accès, de tremplin vers la littérature et la culture pour des enfants. C'est une bonne chose. Je voulais insister sur l'actualité qui vous concerne aujourd'hui, 2e génération. Ce que je n'ai pas dit à mon père, c'est votre bande dessinée à vous. Alors là, à Angoulême, c'était pour moi l'occasion de la dédicacer pour la première fois, parce que au festival de 2013, il n'y a que les BD parus en 2012 qui peuvent être présentés, et la mienne étant parue en 2012, j'ai été invité par Dargaud à la dédicacer sur leur stand, et ça a été une grande émotion. Rencontrer le public, vous savez, les dessinateurs, ce sont des gens qui travaillent chez eux, soit devant leur feuille blanche, soit devant leur écran blanc, et le festival, c'est une manière et de rencontrer d'abord des collègues, mais d'un autre côté aussi de rencontrer les lecteurs. Il y a des files de gens qui viennent pour des dédicaces, avec lesquels vous parlez, vous avez des petites conversations. Avec toujours autant d'engouement, c'est ce que vous disiez, un public qui est venu en masse se présenter. Tous les âges. À Angoulême. Tous âges confondus, il y avait une vingtaine d'expositions éparpillées dans la ville, comme chaque année. On ne pouvait pas marcher dans les rues d'Angoulême. Il y avait un fleuve humain incessant, avec froid, avec neige, avec pluie, et ça n'a empêché personne de venir et de prendre du plaisir. Michel Kichka, on revient sur les caricatures. C'est l'une aussi des branches dans laquelle vous œuvrez au quotidien. Les caricatures aujourd'hui, jour de Pourim, elles ont concerné les hommes et femmes politiques israéliens. Alors, commentez-la nous, tout simplement. On voit Benjamin Netanyahou avec Exactement. Sarah Netanyahou en peau de glace. On va expliquer pourquoi d'ici quelques instants. Quel est le personnage qui vous saute le plus aux yeux, Écoutez, il y a Arié Deri en soldat, évidemment. Ça,
C'est ce que veulent Bennett et Yair Lapid, donc c'est la mobilisation des orthodoxes. On a pu voir en premier lieu Yair Lapid en Tarzan, en train de faire son cri célèbre. C'est quand même, quelque part, on le considère comme le vainqueur de la dernière élection. On va voir comment va se former le gouvernement. Et là, vous voyez, avant la fin, on a Shaoul Mofaz en lion. C'est un lion qui rugit mais qui ne mord pas, hein, avec 2 sièges. On ne peut pas faire très mal quand on mord. Et puis, bon, il y a au milieu Et puis Lieberman on en voit aussi pirate. Tzipi en fée ou en sorcière, c'est pas forcément très clair. Oui, parce qu'elle a le chapeau de Harry Potter, mais elle a la robe de la sorcière de Blanche-Neige. Voilà. Et puis bon, évidemment, Sarah et Bibi Netanyahu, elle en pot de glace et lui en cornet de glace, en train de transpirer. Bon, c'est évidemment l'histoire de leur budget glace. Des budgets excessifs. Le budget excessif qui était dans toute la presse israélienne. C'était une façon, en fait, de... Parce qu'il y a quand même, il faut qu'on sache, comme il y a le festival à Nice, il y a le festival... le carnaval plutôt, à Nice, à Dunkerque, à Binche en Belgique et à Venise. Il y a des cortèges aussi dans des villes en Israël et souvent les gens défilent déguisés. Et on pouvait voir à Tel Aviv ce matin et même vendredi, on verra à Jérusalem aujourd'hui, tout le monde déguisé. Et même dans les magasins, dans les restaurants, il n'y a pas un serveur et pas un vendeur qui n'a pas au moins des petites oreilles de lapin ou une moustache de chat. Il y a une ambiance carnavalesque que j'adore en Israël et c'est très bien d'avoir déguisé tous nos députés et futurs ministres. Une ambiance carnavalesque et je vous propose justement de voir cette vidéo lors de la street party qui a eu lieu hier à Tel Aviv. Un Harlem Shake avec plus de 70 000 danseurs, c'est quand même énorme. Vous allez le voir, plus la vidéo passera, plus le monde va se regrouper, se presser, la foule va danser. Je vous propose de regarder et d'écouter. Et avec les perruques qui pleurent, c'est donc Israël qui s'est mis à la mode du Harlem Shake. 70 000 danseurs, c'est peut-être un record, peut-être pas mondial, mais en tout cas local. Voilà donc pour cette full street party. Merci à vous Michel Kishka d'avoir été là en ce jour de Purim, mais pour nous débriefer, nous faire un petit débrief de ce que vous avez vécu. Alors joyeuses fêtes à vous. Angoulême, excellente fête. Et vous savez, quand il y a un nouveau trend, Israël est toujours au rendez-vous. Là, on peut en être sûr. Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous.